par où commencer ce sujet? On a une petite heure, je suis hyper bavard, donc c'est compliqué, je vais essayer de faire court. Je commençais par une question que je vais vous afficher, qui m'a parlé du sens du travail, vous posez la question, et là je veux bien que vous répondiez, soit vous preniez la parole, soit vous répondiez dans le chat, c'est pourquoi on travaille? Pourquoi on travaille? Question qui un jeudi à 11 h se pose carrément, je pense, hein, et n'hésitez pas à répondre. Le truc, dans le chat, ça m'intéresse d'avoir vos avis et cette réponse, une réponse assez spontanée à cette question qui est assez simple pour être heureux. J'aimerais bien savoir si tout le monde est d'accord avec ça. Sachant que cette question, et ça c'est vrai, je l'ai posée, j'étais dans un cours d'innovation managériale chez Polytech il y a 2 jours. Il y avait ce slide, j'ai posé la question, il y a eu un débat de 1 h 30, j'ai jamais pu passer au slide 2. Alors là, on va quand même essayer de le faire, hein, parce qu'il va falloir qu'on avance. Alors pour l'instant, j'ai des réponses pour être heureux, pour faire partie de la société, pour contribuer, qui sont des très très belles réponses. Par exemple, je vous partage pour développer sa raison d'être, ouais, c'est beau. Ce qui s'est passé là dans ce cours, la première réponse qui a fusé, et la plupart du temps quand je le fais cette question en assistance et en live avec des gens qui sont peut-être moins concernés par le sujet de l'innovation managériale, il y a une première réponse qui ne sort pas tout de suite. On met toujours un petit peu de temps à sortir, mais ça, pour gagner des sous, pour vivre. On m'a même dit pour survivre. Et puis il y a 2 réponses que j'ai vachement bien aimées, là c'était même encore avant-hier. C'était pour s'acheter une Bentley, et il y en a un qui a rajouté, ouais, ou pour que son patron s'achète une Bentley. Et là j'ai trouvé que, et après au milieu, je vous rassure, il y avait des réponses qui sont du même ordre et dans le même que celles que vous avez données là, qui sont plus dans le sens de la contribution à la société, mais c'était un peu mélangé. Et mine de rien, je pense que quand on se pose cette question, tous on a ce truc à un moment de se dire, mais ouais, c'est bizarre, parce que tous on a ce dit, on travaille parce qu'on est un peu bien obligé, et puis parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et en même temps, elle ne jaillit pas tout de suite, et peut-être qu'il y a un surmoi qui l'atteint, et puis on trouve une réponse un peu plus noble à sortir. Et la question est, mais pourquoi en fait il y a ce petit phénomène-là qui relève quand même une petite toxicité dans la réponse? Alors, cette toxicité dans la réponse, je vais essayer d'apporter une réponse. En tout cas, c'est pas moi. D'ailleurs, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'aliénation par le travail, qui dit qu'en fait, à une époque, effectivement, le travail, c'était exactement ça. C'était faire partie de la société, contribuer à trouver sa place, à être heureux, effectivement, dans la société. Et quand je parle d'une époque comme ça, c'est une époque un peu qu'on peut, de ce point de vue-là, mais uniquement sous ce prisme un peu réducteur, fantasmé, en disant une époque où, justement, peut-être au XVIIIe siècle, XIXe siècle, le travail, c'était contribuer à la société. Je suis agriculteur, enseignant, médecin, notaire. En fait, je fais quelque chose, et ce quelque chose, je suis commerçant, c'est quelque chose que je fais contribue effectivement au développement de la société, au développement positif de la société, à ce que j'y joue un rôle. Et en fait, cette théorie de l'aliénation par le travail, elle dit qu'il y a 3 choses qui sont venues un petit peu mettre des trucs un petit peu en travers de la route du sens du travail. Les 2 premières sont la révolution industrielle et la société capitaliste, le capitalisme, on va dire. Pourquoi? Parce que la révolution industrielle a permis de mécaniser un certain nombre de tâches dans le cadre du travail, et donc du coup d'atteindre une plus grande productivité sur laquelle le capitalisme s'est jeté. Et on a commencé à pouvoir en fait avoir dans les entreprises, dans les sociétés, des choses qui se développent, et des tâches qui se réduisent. Et en fait, le saucissonnage du travail, qui est illustré évidemment par l'image d'Épinal de Charlot dans les temps modernes et de travail à la chaîne, a contribué à faire perdre du sens au travail, et que du coup, sa propre contribution individuelle devenait réduite à un truc qui allait de A à B, sans qu'on sache exactement pourquoi on partait de A et pourquoi on allait à B. Et puis le deuxième truc qui a fini d'enfoncer un clou dans le sens du travail, c'est que ce deuxième truc qui est arrivé, c'est la société de consommation à partir des 30 Glorieuses. Pourquoi la société de consommation? Parce que justement, dans ce sens du travail, de se réaliser, de contribuer, de faire partie de la société, d'être heureux, les réponses que vous avez données aujourd'hui, beaucoup de ces choses-là, en fait, on va les chercher par ce que l'on consomme. Finalement, c'est ce que la société de consommation nous propose, c'est-à-dire de consommer, de pouvoir nous réaliser, de pouvoir en fait posséder
dépenser et s'accomplir et être heureux par cette consommation. Et pourquoi je dis que ça a enfoncé un clou dans le cercueil du sens du travail, en tout cas tel qu'on peut parfois le concevoir, c'est que au final, elle est même allée plus loin, c'est-à-dire qu'on se met à travailler pour pouvoir gagner le plus d'argent possible, pour pouvoir se réaliser en dehors du travail et dans sa consommation et dans ses loisirs. Et donc du coup, ce schéma-là, qui est évidemment un truc qu'on refuse un petit peu, mais dans lequel on est tous un petit peu aspirés, et vraiment, c'est la théorie de l'aliénation par le travail. Du coup, on travaille pour justement gagner de l'argent et pouvoir se réaliser, mais en dehors du travail. Et c'est évidemment ce sujet-là qui pose souci et qui vous pose souci, en tout cas, de vos réponses. On a envie de pouvoir apporter une autre réponse à ça, et souvent on apporte une autre réponse à ça, mais les deux réponses s'entrechoquent. Et moi, c'est dans cet entrechoc-là, en fait, c'est nicher ma volonté de créer Epsilon il y a 14 ans, parce que j'étais arrivé à une perte de sens dans mon travail, je ne comprenais plus exactement pourquoi je le faisais. Il y avait des choses, voilà, j'avais pas fait ce constat complet, mais en tout cas, il y avait des choses qui me gênaient dans le travail, et en particulier dans sa toxicité. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'abord de la transition d'Epsilon, parce que la transition d'Epsilon, c'est quoi? C'est le fait que moi, je l'ai créé, Epsilon, il y a 14 ans. Alors, Epsilon, je rappelle juste, c'est une société de services numériques, on fait de la prestation dans le domaine du digital, du numérique, c'est-à-dire qu'on fait du développement logiciel pour des clients, PME, on développe du soft qu'on leur livre, et puis on a toute une partie qui est très importante de l'entreprise, où c'est même nos consultants qui vont faire de la prestation intellectuelle chez des clients dont le métier est de développer du numérique, et ils vont renforcer leurs équipes. On est des ingénieurs techniciens dans le numérique, et on propose de la prestation de services intellectuels ou du développement soft qu'on livre. Ça, c'est notre métier. Je le faisais déjà avant, mais j'étais arrivé à un stade en fait où le schéma de société dans lequel on était me gênait, pas tant dans la conscience du problème du sens du travail qui m'est venu un peu plus tardivement, mais déjà dans le fait que je trouvais qu'il y avait une toxicité interne dans le travail, et mon analyse, ou en tout cas mon regard là-dessus, était de dire c'était un peu dans la compétition interne qu'il pouvait y avoir dans le travail, la toxicité interne qu'il pouvait y avoir par vraiment les luttes d'ego, les luttes de pouvoir, des process parfois très compliqués dans l'entreprise, donc on ne savait plus pourquoi ils étaient, toutes ces choses qui nous gâchent la vie, et on est pris dans une espèce d'engrenage comme ça au quotidien, et on se dit mais ça n'a pas de sens. Et donc moi, face à ça, dans une boîte où j'avais beaucoup de reporting à faire, j'étais dans une grosse boîte, un grand groupe de services numériques, j'avais beaucoup de reporting à faire, etc. À un moment, j'avais l'impression moi d'être plutôt un manager qui protégeait les équipes de cette dérive-là. Et à un moment, en fait, j'ai pété un peu un câble, et je me suis dit, ça va plus, je ne peux plus continuer là-dedans. Et j'ai décidé, pas tout de suite, de créer mon entreprise. J'ai pensé à plein de trucs, à me reconvertir, à faire plein d'autres choses. Et puis finalement, je me suis dit, c'est un peu dommage, parce que mon métier, je crois que je le fais bien, en tout cas, je sais le faire. Et peut-être qu'il faut que je le fasse autrement. Et donc, j'ai créé Epsilon en se disant, on va créer Epsilon. En plus, c'est pour ça que ça s'appelle Epsilon. On va créer un petit monde à part, dans lequel, en fait, on va essayer d'être bien ensemble déjà, et de faire les choses bien. Et faire les choses bien, ça veut dire faire des choses humainement, s'écouter, ne pas considérer les gens comme des numéros, ne pas faire les choses par habitude mais par sens, et voilà, et en mettant beaucoup de sens dans ce qu'on fait et beaucoup d'écoute. Alors au début ça a bien marché, il n'y avait pas d'autre injonction que ça, c'était on met du sens et on s'écoute. Alors on n'était pas nombreux, donc c'est facile de mettre du sens et de s'écouter quand on n'est pas nombreux, et ça a bien marché, et puis après on a grossi, 10, 20, 30, et puis en grossissant il a fallu mettre en place une organisation. Parce que quand on grandit dans une entreprise, il faut mettre en place une organisation pour savoir comment ça se gère. Et puis du coup, moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait une organisation avec un peu de middle management, j'ai nommé des managers, etc. Et on a continué d'évoluer comme ça. C'était plutôt bien. L'injonction qu'il y avait, en tout cas les directives qu'il y avait pour les managers à l'époque, c'était de dire il faut être dans l'écoute, il faut être dans le sens, il faut être dans le partage, il faut prendre en compte la vie de tout le monde, etc. Donc ça, on l'avait fait. Mais néanmoins, on était quand même dans une petite pyramide, où ces managers-là, c'était aussi les personnes qui étaient responsables avec les attributions de managers traditionnels, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même responsables de faire les entretiens annuels, de déterminer les salaires, de déterminer la répartition des tâches, etc. Et en fait, ce truc-là a commencé à avoir un peu des fissures dans le mur, parce que finalement, ce système-là, on a eu des frustrations avec des salariés qui passent
satisfaits en fait de la manière dont ils étaient managés, et qu'il y avait des conflits avec leurs managers, faibles mais quand même existants. Et ce truc que j'ai vu apparaître m'a un peu choqué, parce que c'est bizarre, parce que moi j'avais voulu monter ma boîte pour éviter ça, et finalement c'est en train de se reproduire. Je me suis rendu compte qu'avec même les meilleures intentions du monde et les meilleures valeurs du monde possible, elles n'étaient pas forcément simples à partager d'une part, mais même quand j'avais le sentiment que j'étais avec des gens qui les partageaient, c'était parfois compliqué d'éviter ce phénomène-là. J'ai fini par comprendre que le phénomène n'était pas que lié à une absence de valeur ou une absence de bonnes intentions chez les managers, qu'il était en fait structurel et systémique, c'est-à-dire qu'en fait il était lié lui-même à la structure pyramidale et la structure hiérarchique qu'on rencontre dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que dans une entreprise, quand on a une hiérarchie avec des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres, forcément ce qu'on commence à créer insidieusement, c'est une compétition pour atteindre ce pouvoir-là. Et en plus, ce pouvoir, souvent, il est mieux rémunéré, donc ça fait une double compétition. Et même si on est des gens qui sont entre les personnes intelligentes, qui se respectent, etc., on ne peut pas éviter le fait que quand il y a un poste de manager qui se crée et qu'on est en dessous, et si on se dit c'est ça le sens, c'est d'atteindre cette responsabilité-là, forcément il se passe deux choses, c'est que je suis en compétition avec tous les gens qui sont sur la même ligne que moi, et puis en plus le poste de la personne qui occupe, c'est lui que je veux en fait, donc c'est peut-être la personne, et forcément je me mets dans quelque chose qui est pas bon. Et puis après il y a déjà ce truc qui va aller chercher un petit peu un biais interne en fait, et aller secouer forcément les bons affects chez les gens. Et puis deuxième chose, c'est que la légitimité, c'est-à-dire que même après si on est comme ça, on se retrouve quand même avec une personne qui a du pouvoir sur nous, de pouvoir de décider quand est-ce que je pars en vacances, combien je vais gagner l'année prochaine, sur quel projet je bosse, etc. Et ça c'est quand même assez aussi frustrant. On se dit il faut quand même, j'ai super confiance. Et puis un peu, du coup, c'est toujours un peu la loterie. C'est-à-dire que quand on a un nouveau manager et quand on a un nouveau chef, moi j'ai pas de pote qui pose un peu comme ça, il me dit putain, il y a une nouvelle organisation, j'ai un nouveau chef, c'est un peu toujours la loterie. C'est-à-dire, soit j'ai un bon numéro, soit j'ai un mauvais numéro. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui est assez arbitraire et hasardeux là-dedans. Mais en fait, face à ça, moi je me suis dit, en fait, le problème, il est précisément dans cette structure-là, et c'est ça qu'il faut casser. Et donc, j'ai voulu mettre en place une autre organisation. Epsilon existait déjà depuis quelques années, depuis 6 ans. C'était en 2015, et on a basculé dans une tradition de l'innovation managériale inspirée des entreprises opales et libérées, c'est-à-dire de mettre en place un système où on allait retirer en fait la hiérarchie traditionnelle, l'abolir, partir sur une culture du consensus. Et la meilleure manière de partir sur une culture du consensus, c'est d'enlever en fait les prérogatives de validation, évaluation, sanction, valorisation chez un manager. C'est-à-dire en fait, chez nous, chez Epsilon, depuis ce temps-là, il n'y a plus personne qui a ce pouvoir-là sur quelqu'un d'autre, et qui a un pouvoir de décision, de validation, d'évaluation, de valorisation ou de sanction sur quelqu'un d'autre. On a retiré ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des managers, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des attributions avec des objectifs à atteindre, avec des équipes à animer, avec des moyens à les trouver, mais non plus ces prérogatives-là, et on oblige en fait, de fait, le consensus. Ça peut paraître complètement bizarre, vous dire mais comment ça peut fonctionner une organisation dans laquelle personne finalement n'est là pour arbitrer quand c'est nécessaire, pour trancher quand c'est nécessaire, etc. Et en même temps, quand on y pense un petit peu, dans la vie de tous les jours, on est quand même dans des contextes où on n'a personne dans nos vies de tous les jours, une fois qu'on est dans nos vies d'adultes, où en fonction d'une décision qu'on a à prendre, il va falloir qu'on aille voir, il faut frapper dans la porte de chez quelqu'un qui en général a un grand bureau, qui en général a le dernier étage, qui en général est à l'angle avec une super vue, pour lui demander si on peut faire ça ou pas. Alors, dans la vie, on est quand même responsable, adultes, on est tous amenés à prendre des décisions, et c'est quand même dingue de penser que quand on rentre dans la sphère de l'entreprise, en fait, on devient infantilisé. Donc ça, c'était ça la première remarque. Après, on me dit, ouais, mais du coup, comment ça se passe ? Parce que n'empêche que dans un collectif, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide. C'est quoi ? C'est tout le monde décide de tout. Comment ça se passe ? Et je fais souvent cette analogie avec, finalement, comment ça se passe ? Je vais prendre une métaphore. Comment ça se passe quand, en groupe, par exemple, vous êtes amené à organiser des vacances entre potes, entre familles, à plusieurs ? C'est rare en fait dans ces cas-là. On va partir à 4 familles ou à une quinzaine de potes dans un week-end ou des vacances, et on s'organise pour ça. C'est quand même assez rare qu'on se dise à ce moment-là, ok, on s'organise pour ça, et du coup la première chose qu'il va falloir qu'on nomme, c'est quelqu'un
qui aura le pouvoir d'arbitrer quand on ne sera pas d'accord, parce qu'il y a forcément des moments où on ne sera pas d'accord. Ce qui se passe dans ces cas-là, en fait, c'est qu'on passe dans un mode où, dans un collectif de ce type-là, les décisions vont se prendre sous des critères qui vont être beaucoup plus subtils que ça, et qui vont pas non plus être un système de majorité et de vote. C'est assez rare aussi dans un truc où on dit bon, mais on vote. Quand on vote, c'est en général que le débat il a pas atteint quelque chose de positif. Mais ce qui se passe quand on prépare des vacances comme ça, ben, alors évidemment, on va se fixer d'abord ce qu'on appelle un objectif, hein, c'est-à-dire qu'on va dire on part quand, ça c'est plutôt ensemble, effectivement, on se met d'accord là-dessus, effectivement, il y a un consensus, on part quand, on part où, etc. Mais une fois qu'on a fixé, on va dire, la date et le lieu, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre en mouvement. Il y en a un ou plusieurs qui vont dire mais moi si vous voulez je regarde un peu les Airbnb sur place parce que j'aime bien faire ça et tout, comme ça je vous fais un peu une checklist du truc, je vous les propose, etc. Il y en a un autre qui va dire ouais moi je vais regarder les activités sportives sur place parce que c'est quelqu'un qui a l'appétence pour ça. Et puis c'est même pas il va le dire, on va le savoir parce qu'en fait on va savoir que cette personne-là elle est bonne à ça, elle aime bien faire ça, qui va s'occuper plutôt des activités culturelles. Et puis quand on va être sur place ensemble, comment on va s'organiser, on va faire un tour pour la répartition, pour la bouffe, pour les courses, pour les trucs, pour les machins, etc. Tout ça va se faire sur le consensus. Et un consensus qui va reposer sur quoi? Qui va reposer sur les compétences de chacun, parce qu'il y a des gens qui sont plutôt compétents pour aller chercher les trucs sur Airbnb, quand il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de le faire, donc ça tombe bien. On va compter sur les compétences de chacun, sur les appétences et les souhaits de chacun. On va se faire confiance dans le fait que les personnes qui vont prendre en charge ces responsabilités-là vont être effectivement on va dire, à l'écoute et consciente des besoins de tout le monde, et s'ils ne les connaissent pas, aller les valider avant de prendre des décisions et d'engager la responsabilité du groupe. Bref, on va agir comme une communauté qui fait consensus, mais pas ni dans un système où il y a une personne qui décide pour les autres, ni dans un système où à chaque fois qu'on a besoin d'un truc, on fait les votes, ni dans un système où tout le monde décide de tout. Parce que cette caricature-là, en fait, quelle qu'elle soit, elle est, en fait, on n'est jamais là-dedans. Et l'idée, c'était de dire, mais pourquoi on ne serait pas capable de faire la même chose dans une entreprise? Alors, nous, on a fait ça chez Epsilon, et du coup, chaque groupe, chaque projet, chaque unité opérationnelle fonctionne comme ça, c'est-à-dire avec un objectif qui est clairement défini par un manager, effectivement, qui embarque l'équipe, qui parfois implique l'équipe dans la définition de cet objectif, mais derrière, sur comment on fait, le truc est laissé libre et sur une totale culture du consensus. Donc, on fait confiance aux gens qui ont été recrutés pour ça. Parce que là, ok, j'arrête la métaphore avec la bande de potes et on revient dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on met du temps à recruter des gens, mais parfois des cursus hyper longs pour recruter des gens pour leurs compétences, on s'assure qu'ils savent faire les trucs, etc. En fait, on fait passer des tests psychologiques, des aptitudes, des tests techniques, etc. Tout ça pour à la fin, quand la personne est recrutée, et tu lui expliquer comment il va falloir qu'elle fasse son travail finalement, et la contrainte par des process, par des choses comme ça. Là, on est dans un truc inverse où finalement l'objectif il est clair, il est décidé par les managers et parfois collectivement, le comment on l'atteint, il est libre, et ça c'est le groupe, c'est le consensus par consensus qui s'organise pour le faire et qui choisit ses outils, choisit ses méthodes, choisit ses horaires, choisit le lieu de travail. Par exemple, par rapport à la question du télétravail, a énormément évolué depuis longtemps, d'ailleurs même avant le Covid, et ça a accéléré. Bref, on laisse cette liberté-là d'action à l'ensemble des groupes. Il a quand même fallu résoudre une deuxième question une fois qu'on avait fait ça. C'est pour les aspects opérationnels, c'était la question des parcours individuels. Parce que dans une boîte, quand même, on a quand même la notion, effectivement, d'évaluation annuelle, d'augmentation, de formation, d'évolution sur un projet, d'attribution des projets. Comment on gère cette partie-là? Et cette partie plutôt de parcours individuel, on l'a gérée, plutôt que d'être dans une culture totale consensus, on s'est dit, en fait, on va changer un truc. C'est que c'est important, effectivement, dans une entreprise, qu'une personne ne soit pas laissée seule à prendre des décisions, ni que tout le monde décide pour tout le monde. Mais en revanche, du coup, d'où la nécessité d'avoir un manager. En revanche, le biais du manager, on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est un peu la loterie, c'est-à-dire on ne sait jamais sur qui on va tomber, etc. Et donc là, déjà, on a gommé les prérogatives managériales traditionnelles, et surtout, on a dit pour chaque individu chez Epsilon, pour l'évolution de son parcours, qu'est-ce qu'il ou elle va pouvoir faire? C'est va choisir 2 personnes dans l'entreprise, de son choix, libre, parmi tous les gens de l'entreprise. C'est pas parmi une sélection de personnes, mais parmi tout le monde. 2 pairs avec qui
on va pouvoir échanger sur son évolution, sa formation, faire son entretien d'évaluation, décider son salaire, ses horaires. Et avec ces deux personnes-là, en fait, on va former un trinôme, et ce trinôme va avoir tout le pouvoir de décision pour le parcours individuel de la personne en question. Et la personne en question, du coup, elle se retrouve avec dans sa main les clés pour sa propre évolution, et ce qu'elle doit faire, du coup, c'est elle proposer son propre parcours, proposer une auto-évaluation lors de l'entretien annuel, proposer un salaire, proposer, etc. Et le débat se fait, elle choisit deux personnes, et le débat se fait entre ces trois personnes-là, et il y a trois règles de décisionnel qu'on a fixées pour ce trinôme. La première, c'est la règle de l'unanimité, pour être véritablement dans une forme de consensus, et pour responsabiliser chaque membre du trinôme qui est, du coup, a le pouvoir, en fait, a le pouvoir de décision. Mais un pouvoir de décision, là où ça change par rapport à ce qu'on fait traditionnellement, c'est que moi, je suis un individu, j'ai choisi, en fait, mes deux pairs. Je vais me tourner vers deux personnes en qui j'ai confiance et avec qui je vais pouvoir échanger, et avec qui on va pouvoir trouver consensus. Donc, ces deux personnes, ce trinôme doit décider à l'unanimité, et les décisions de ce trinôme qui sortent doivent respecter deux autres critères. Le premier, ne pas dégrader la qualité de service qui est rendue au client. Le deuxième, ne pas mettre en péril la pérennité financière de l'entreprise. Et on considère que chaque trinôme a toutes les informations nécessaires pour pouvoir évaluer ces deux critères-là, c'est-à-dire qu'il y a une grande transparence chez nous sur la situation financière de l'entreprise, la situation des projets, et que du coup, chaque trinôme, quand il prend une décision d'augmentation, décision d'évolution, décision d'attribution sur un projet, d'être assigné sur un projet ou pas, va prendre en compte effectivement à la fois les aspects financiers et les aspects qualité de service, et décider en conscience. Et on part du principe que ce travail de conscience a été fait, et que donc du coup, a priori, la décision est valide. Et si quelqu'un dans la boîte trouve que c'est potentiellement, en fait, elle ne respecte pas l'un des critères, c'est-à-dire il y a un danger sur la pérennité financière de l'entreprise du fait de cette décision, où il y a une dégradation de la qualité de service, alors elle doit en apporter en tout cas une démonstration et la preuve pour pouvoir éventuellement s'opposer et dire moi j'ai une réserve par rapport à la décision qui a été prise là et je la démontre. Donc on est ça. Alors effectivement, la question de Timothée par rapport le consensus ou le consentement, on est sur deux notions qui sont assez proches, et effectivement elles se transforment plus en consentement à la fin. La difficulté du consentement personne n'a d'objection, c'est comment on fait pour être sûr que personne n'a d'objection, ou il n'y a pas d'objection, où il y a des gens qui ont des objections qu'ils n'ont pas osé formuler. Donc en fait, on est aujourd'hui, au début, la notion de consensus a permis en fait quelque chose qui était plus dans l'expression, parce que j'y viendrai juste après. La transition vers ce modèle, elle est difficile. La transition vers ce modèle qui fonctionne très très bien aujourd'hui, elle est difficile parce qu'elle demande de changer nos habitudes et se départir d'un certain nombre d'habitudes qu'on peut avoir dans l'entreprise, parce que dans l'entreprise, on vient quand même avec son costume, on vient quand même avec son logiciel, et on vient quand même dans un truc où, a priori, on n'est pas dans un truc où on fait confiance à tout le monde, où on va pouvoir se sentir en fait libre d'oser, libre de donner son avis. On va toujours se dire, ok, mais si je donne mon avis, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que si je donne mon avis, mais que le chef il n'est pas d'accord, est-ce que je vais mal faire me voir? Est-ce que du coup, je vais perdre un petit peu par rapport à la personne d'à côté? Et même si chez nous, on a un système qui est différent, mais avant en fait d'en avoir pris la mesure pour pouvoir être plus libre dans sa façon de s'exprimer, et donc d'avoir un vrai lâcher-prise là-dedans, de lâcher prise et d'oser, là, ça prend du temps. Et donc là, il y a un vrai travail autour de ça. Le travail qui est corollaire, et là, c'était plutôt celui de mon côté, c'est celui d'à la fois du droit à l'erreur, de l'égalité intrinsèque et du non-jugement. Parce qu'en fait, non-jugement, égalité intrinsèque, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'au début, quand on dit, par exemple, qu'il y a une culture du consensus et que tout le monde peut donner son avis, et tout le monde peut du coup contribuer à la décision, si en tout cas que cela concerne et que cela intéresse. Par exemple, au début, moi, quand ça marchait comme ça, on me demandait, on me disait, d'accord, ok, bon, très bien, mais du coup, toi, Franck, c'est quoi ton avis? Et moi, je disais, du coup, l'avis de tout le monde est pareil, hein, donc on peut tous donner notre avis. Alors, tout le monde donnait son avis, puis moi, je donnais mon avis aussi. Et puis souvent, ce qui se passait, c'est qu'à la fin, tout le monde faisait comme
la décision collégiale, c'était de faire comme moi, l'avis que j'avais donné. Parce qu'en fait, on était encore dans un travers qui était finalement de penser que si j'avais donné cet avis-là, c'était que je voulais que ce soit ça qui se passe, et que surtout, si ça n'était pas ça qui se passait, il pouvait y avoir des répercussions. Donc, il a fallu prendre beaucoup de temps et de changer de posture. Donc, moi, par exemple, par rapport à cette problématique-là, non, j'ai arrêté de donner mon avis. J'ai arrêté de donner mon avis, comme ça permettait en fait que du coup il ne soit pas exprimé et qu'il ne puisse pas influencer les décisions. Et puis comme je suis quand même quelqu'un d'assez expressif, même quand je donnais pas mon avis, que ça pouvait se voir sur ma tête et que du coup les gens pouvaient deviner mon avis, non, j'ai arrêté de venir parce que du coup on ne pouvait plus voir mon avis. Et il y a vraiment quelque chose comme ça, et donc du coup c'est pour ça, à lâcher prise, égalité intrinsèque, c'est à un moment, et de jamais être dans le jugement, ça a été un vrai travail de changement de logiciel individuel et collectif. Si je mets ça pendant les 2 années, c'est 2 années sur lesquelles ça a été long, ça a été compliqué, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont pu mal se passer. Il y a eu des gens qui ont pu essayer d'abuser du système, qui ont essayé de trouver 2 potes pour se mettre 20% d'augmentation, ça a existé. Des gens qui ont profité en fait de cette liberté pour ne plus venir travailler que les jours où ça les a s'arranger. Et d'avoir du coup un vrai temps de transition pendant lequel la difficulté a été vraiment de maintenir le cap et de rester sur ces fondamentaux-là, de jamais revenir en arrière pour montrer qu'en fait c'était ça la quête, c'était ça la vision. Et effectivement, on a fini par obtenir le fait que ça intègre finalement la culture d'entreprise. Et en année 3, ou en tout cas en 2018, on est arrivé, après 2 années où vraiment il y a eu beaucoup de difficultés, à ce que 2018 a été l'année finalement où il y a eu la plus grosse performance financière de l'entreprise, et en chiffre d'affaires et en rentabilité, après 2 années qui ont été très chaotiques, et qui a validé vraiment, et en plus on a gagné à la fois en engagement, en performance, en bien-être des salariés, et toutes ces cases-là ont été cochées, mais après un certain temps de transition. Alors, staff hétérogène, et nous on l'a un petit peu, et des exemples sur lesquels ça a été mis dans des staffs hétérogènes. Alors, des exemples de ce modèle-là, moi c'est une inspiration pour répondre à la question de Marc. C'est un modèle qui, je dirais, au-delà du modèle, c'est vraiment une intention. C'est-à-dire, c'est ça qu'on met en place. Nous, on l'a traduit par ces quelques règles-là, et qu'on continue d'ailleurs de faire évoluer. J'y reviendrai dans la conclusion. Savoir quels sont les prérequis. La question elle est difficile. Moi, je dirais que le prérequis, c'est déjà d'avoir, que ce soit la tête de l'entreprise ou la tête de l'équipe qui le fait, quelqu'un qui est déterminé à le faire et qui ne va pas s'arrêter en route, parce qu'en fait c'est assez difficile de pouvoir éventuellement, ça peut être tentant d'arrêter. En fait, c'est pas vraiment tentant longtemps, parce que ça n'a aucun sens d'arrêter. Une fois qu'on a libéré le truc, on peut pas reprendre la main, sinon on sait qu'on a échoué, et on sait que surtout ça va probablement être pire. Donc en fait, on est lancé dans quelque chose, mais ça demande beaucoup de courage et surtout de ténacité. Et donc, je vais aller au bout, et après, on pourra faire une toute petite session de questions-réponses, parce que je vais finir avant de répondre aux questions. On a été au bout, et du coup, on a vraiment eu quelque chose qui a bien fonctionné. Et ça, si je vous montre ça, c'est qu'au-delà de la performance et au-delà du bien-être des salariés et de la performance d'entreprise, ce qui s'est passé, c'est que, comme le système marchait bien, j'étais amené à témoigner. Et j'étais amené à témoigner dans les établissements, dans les écoles, dans les clubs d'entreprise, où on m'a souvent félicité pour ma stratégie RSE. Et moi, à l'époque, je pensais pas faire de la RSE. Je disais toujours, maintenant, je fais pas de RSE, moi, je fais du management. On m'a dit, non, mais oui, tu fais du management, mais tu fais du management qui est de la RSE, parce que le volet social de ton entreprise est hyper épais. Et donc, du coup, j'ai été curieux de cette remarque-là, et j'ai fait 2 choses. Je suis allé voir les différents référentiels RSE, et j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, on faisait de la RSE, et quand même on la faisait bien, on avait des super résultats, j'étais hyper content. Et d'autre part, j'ai pu du coup m'évaluer et évaluer l'entreprise, évaluer le travail qu'on avait fait. Et dans l'évaluation de l'entreprise, on a pu voir que c'était vrai qu'on avait des indicateurs sociaux hyper positifs. On est à la parité et à l'égalité des genres, à la fois en nombre et en salaire,
dans une industrie qui est extrêmement masculine. On a eu une évolution du salaire médian de l'entreprise depuis qu'on avait mis en place le système qui était en constante évolution positive, y compris dans les années où on a fait du déficit. On a eu une réduction constante des écarts bas salaire, de l'écart entre le plus haut salaire et le plus bas salaire de l'entreprise depuis qu'on avait mis en place ce système-là. Donc en fait, ça nous a démontré une chose, c'est que, alors que c'était pas un objectif d'atteindre ça, en fait, on avait eu une vertu sociale. Donc, ça, c'était super positif. Mais il se trouve que quand on fait un diagnostic RSE, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait aussi un diagnostic sur l'environnement. Et là, alors qu'on pensait être des gens qui étaient responsables parce que on éteignait la lumière, on faisait le tri, et on pensait qu'on faisait à peu près le max de ce qu'on pouvait faire par rapport à notre industrie, on s'est rendu compte qu'on avait des scores médiocres d'un point de vue environnemental, et ça nous a vraiment, je dirais, mobilisés. Je me suis dit, tiens, il faut en fait qu'on réagisse. Et l'année 2019 a été consacrée à ça, avec un vrai investissement, d'abord dans un atelier dont, si vous nous connaissez un peu, vous savez qu'on est à fond là-dedans, qui s'appelle la fresque du climat, qu'on fait désormais beaucoup, et ce qui nous a permis de nous sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique. On a fait d'autres ateliers, la fresque de la biodiversité, la fresque du numérique, l'atelier d'automne. On a fait notre bilan carbone. On a regardé les impacts environnementaux du numérique et on s'est rendu compte qu'ils étaient nombreux dans notre industrie. Et donc, on a fait un plan de réduction de nos émissions. On a fait un plan de formation sur l'éco-conception. On a vraiment travaillé ces choses-là en disant on a des gros leviers environnementaux également à adresser. Et on a du coup investi ce champ-là. Et grâce, en plus, au management qu'on a mis en place, ça a été vraiment une aventure collective. Et puis est arrivé le Covid et cette fameuse question du monde d'après. Au Covid, vous vous souvenez tous, on s'est tous posé la question à un moment quand on était confinés, est-ce que tout ceci a un sens? Et si on reprend la question sur le sens du travail, là c'est revenu plein gaz, parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le monde d'après, tout le monde a commencé à fantasmer le monde d'après, et en espérant que ce soit comme ci, comme ça, et nous on s'est posé la question dans le monde d'après, quel rôle on veut jouer finalement? Parce que déjà, est-ce qu'on va survivre? Parce qu'on a quand même eu un tiers de notre activité qui s'est arrêté net avec le Covid. Est-ce qu'on va survivre? Et si on survit, c'est pour quoi faire? Et du coup, la réponse qu'on y a apportée, c'est en fait de hyper accélérer, parce qu'on s'est renseigné, ça a été une période du coup en 2019, en se plongeant dans tous ces sujets d'impact environnementaux, plus on tire sur ce fil, plus on sait que en fait, c'est carrément un immeuble qui nous tombe dessus à un moment au niveau des prises de conscience. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Aurélien Barraud. Je sais que certains d'entre vous le connaissent. Je vous partagerai à l'issue la vidéo de son intervention. On va pas la regarder maintenant parce que c'est dans 5 minutes et il faudra qu'on ait le temps sur les réponses, sur les questions-réponses. On s'est mis lui, en gros, son constat, celui qui partage, il n'est pas le seul, mais c'est un porte-parole qui est magnifique de ce point de vue-là, c'est de dire on est quand même dans une société où on est dans un état où, que ce soit sur l'extinction de la biodiversité, le réchauffement climatique, le dépassement des limites planétaires qu'on voit tous les ans avec le jour d'après, et puis l'accroissement des inégalités où 50% des richesses sont dans les mains de plus en plus d'un nombre de plus en plus réduit de personnes, d'abord dans un monde qui marche sur la tête, mais surtout dans un monde qui vit au-dessus de ses moyens. On vit au-dessus de nos moyens, et c'est pour ça qu'on éteint la biodiversité. On vit au-dessus de nos moyens, et c'est pour ça qu'on dépasse les limites planétaires, et que le jour du dépassement, il est toujours de plus en plus tôt dans l'année. On est au-dessus de nos moyens, et c'est pour ça qu'en fait, on dépense on émet trop de carbone par rapport à ce que on devrait, mais ça, on continue de le faire, on n'arrive pas, on se fixe un budget carbone de réduction, et on ne s'y tient pas. Et pourquoi j'aborde cette notion de budgétaire-là? Parce que vivre au-dessus de ses moyens, je pense que n'importe quel responsable d'entreprise qui vit au-dessus de ses moyens d'un point de vue euro ou dollar ou argent serait considéré comme quelqu'un qu'il faut radier du greffe et quelqu'un qu'il ne faut pas confier l'entreprise parce que c'est pas gérer un budget. Donc en fait, ce truc de pas gérer un budget sur les limites planétaires, sur les ressources, sur le carbone, et on le dépasse tout le temps. Alors non seulement en toute impunité, mais pire, c'est qu'on le dépasse tout le temps plus chaque année parce qu'on a un système qui nous encourage à le faire avec une injection perpétuelle à la croissance. Et ça, cette prise de conscience-là, raccrochée à la crise du Covid et à l'état dans lequel on était de prise de conscience sociale environnementale, nous a poussé à aller encore plus loin. Et le fait encore plus loin, c'est le fait de devenir
du coup, société à mission, ouais, petit aparté, quand on est, pour bien ancrer ce truc-là, cette aberration, c'est que justement l'année du Covid, c'est quand même l'année où il y a eu des versements records au niveau du CAC 40. C'est-à-dire que l'amplification des dividendes du CAC 40, l'amplification de ce phénomène, c'est tous les ans. Et on s'est dit, nous, il faut qu'on agisse. Et pourquoi il faut qu'on agisse? Parce que finalement, et pourquoi les entreprises sont bien placées pour agir? Parce qu'on a souvent le triptyque entreprise, pouvoir public, citoyen. Tout le monde doit agir, mais tout le monde regarde l'autre en disant oui, mais il faudrait aussi qu'il y ait des lois, mais il faudrait que les gens se bougent, il faudrait que l'entreprise se bouge. Moi, je crois qu'il faut que l'entreprise se bouge. Et je crois que surtout, au-delà qu'il faut qu'elle se bouge, c'est surtout le meilleur maillon. Parce qu'il est plus agile que les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'on peut être capable de changer nos pratiques de façon beaucoup plus rapide en entreprise que par des lois. Il est plus collectif et systémique que les individus, par le fait que justement il y a des parties prenantes, il y a les salariés, il y a les clients, on est vraiment dans un collectif, et puis aussi au fait qu'il est au cœur d'un système économique qu'il est nécessaire de transformer. Et donc du coup, on est devenu société à mission, je conclurai là-dessus. Et ça, c'est la dernière étape de notre transition. On est devenu société à mission avec la raison d'être de mettre le numérique et l'influence de l'entreprise au service de la transition, avec des missions qui sont la sensibilisation de notre écosystème, salariés, sous-traitants, clients, parties prenantes, de mesurer nos impacts socio-environnementaux pour avoir des plans de réduction et d'amélioration de ces impacts-là annuels, de former tous nos salariés en fait à ce qu'on va appeler le numérique responsable, à la fois l'éco-conception, les impacts environnementaux du numérique, l'accessibilité, il y a tout un numérique responsable regroupe beaucoup de choses, et la façon dont le numérique a un impact sur l'environnement et la société, et dont on peut l'améliorer, est inclus dans ces bonnes pratiques. Et puis, le plus gros challenge, c'est aligner progressivement toutes nos prestations, tous nos services, et puis notre modèle d'affaires au final, avec notre raison d'être pour contribuer, en fait, à la fois à une transition qu'il faut qu'on fasse mieux, avec moins, et comment on peut le faire, justement, en mesurant continuellement nos impacts socio-environnementaux. Et si je reviens, du coup, et je conclue là-dessus, sur notre sens du travail initial, retrouver du sens du travail et notre place dans la société, faire sa part, contribuer. Les deux, finalement, maillons qu'on vient de voir là et que je viens de vous partager, le premier étant plutôt dans l'engagement individuel de chacun au sein de l'entreprise, pour que chacun retrouve du sens à ce qu'il fait au quotidien dans son métier. Ça, c'est plutôt la partie innovation managériale qui nous a permis de l'atteindre. Et deuxièmement, c'est le deuxième volet sur la raison d'être de l'entreprise, qui permet de clarifier le rôle qu'Epsilon a dans la société et dans le système économique et dans le tissu économique sociopolitain. Finalement, si on raccorde ces deux choses-là, on a du coup que chaque salarié d'Epsilon, non seulement sait pourquoi il travaille chez Epsilon, parce qu'il a retrouvé du sens dans son travail grâce à l'innovation managériale qu'on a mis en œuvre, mais c'est aussi quelle est sa contribution à la société quand il travaille chez Epsilon, puisqu'on y a ajouté une raison d'être forte qu'on met en pratique au quotidien, et pour laquelle, on implique non seulement nos salariés, mais aussi toutes nos parties prenantes et nos clients, parce que c'est pas seul non pas pour pouvoir trouver les solutions, parce qu'il y a un nouveau monde à inventer, il y a un nouveau modèle à inventer. Et là, aujourd'hui, ça fait partie aussi de toute cette expérience de l'intelligence collective qu'on a pu développer tout au long de notre transition managériale, nous sert aujourd'hui à la mettre au service d'une cause qui est encore plus grande, qui est celle de la raison d'être que l'on s'est fixée. Voilà ce que je voulais vous partager. J'ai pris du temps. Il nous reste 15 minutes que je voulais qu'on ait pour pouvoir avoir des questions, des réponses. Je veux bien même qu'on ait avec des micros, des voix, et je peux répondre aux différentes questions éventuellement. Mais n'hésitez pas à prendre la parole également. Je regarde les questions en même temps que je vous parle, mais s'il y en a qui veulent peut-être les formuler et qu'on ait un échange oral, ça sera encore plus sympa. Allez-y. Hein. Ouais. Salut Franck, c'est Marc, tu m'entends? Ouais, salut Marc.
Dis-moi, oui, je reviens sur ma question parce que tu sais que moi j'ai travaillé dans des très grosses structures et, euh, et il y avait Decathlon qui avait fait quelque chose dans cet esprit-là, il me semble. Ouais. Euh, et il me semble aussi, mais peut-être que je me trompe, qu'ils en sont un peu revenus. Donc la question que je me pose, c'est parce que c'est vrai que je trouve ça fantastique ce que tu fais, c'est hyper inspirant. Mais comment tu fais pour le mettre en œuvre dans une grosse organisation comme ça? Est-ce qu'il y a des exemples où ça a marché ou est-ce que c'est un système finalement qui... Parce que tu disais, ça tient vachement à la détermination et à la conviction du dirigeant. Mm. Euh, mais donc, du coup, quand tu es dans une structure comme ça, multi-site, avec de multiples dirigeants, finalement, est-ce que c'est possible de le faire? Parce que est-ce que c'est possible d'avoir que des dirigeants sur chacun des sites qui sont complètement animés par cette conviction? Alors, possible. Moi, j'ai envie de croire que oui, mais c'est comme dans beaucoup de choses où on a envie de croire que oui. Est-ce qu'en vrai, il y a des exemples à grande échelle? Il y en a eu. Il y a alors c'est souvent les mêmes exemples qui reviennent. Hein. C'est Harley Davidson, c'est Favi, c'est des boîtes comme ça qui ont vraiment structurellement et systémiquement réussi à changer, mais qui aussi dans l'histoire de ces boîtes-là, à un moment, le truc s'est arrêté. Ça aussi, ça fait partie des expériences connues, en fait. Et Decathlon, je crois que ça dépend vraiment des sites. Parce que moi, je sais que, par exemple, ici, localement, les gens, à Decathlon, je connais certains responsables locaux, on va dire, hein, et qui arrivent encore à animer ça au sein de l'équipe, etc. Et effectivement, j'entends parler d'endroits où le truc n'est plus global. Moi, j'ai l'impression qu'on gagne du terrain, en fait, parce que cette quête-là, elle commence à se généraliser. On avait même été sollicité par EDF, hein, pour changer. Ils sont lancés là-dedans, ils font des choses, ils font pas rien. On est assez loin de quelque chose d'aussi, évidemment, d'aussi libéré, mais je crois que ce qu'il est possible, c'est d'arriver à gagner du terrain déjà arrêter d'infantiliser, d'en donner toujours un peu plus de liberté, un peu plus de pouvoir, un peu plus de libre arbitre. Mais je dirais là, c'est comme le changement climatique, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de maintenir sous les 2 degrés on sait que sous les 1,5, c'est plus possible. On sait que ça va être dur de le faire sous les 2. Là, je pense que mais on sait aussi, sur le changement climatique, que chaque dixième qu'on gagnera nous fera gagner quelque chose. Et moi, je suis plutôt dans ce truc-là, c'est-à-dire tout de suite voir la grande échelle, évidemment, elle est très loin, elle est très très loin, mais ça passe, je pense, par des petites échelles et par de l'inspiration, d'une part, et puis par aussi une espèce de truc par capillarité. Mais il n'y a personne qui, euh, qui refusent en fait, ces modèles-là. Souvent, on me dit, ouais, c'est surtout les jeunes maintenant qui veulent trouver du sens. Alors, c'est peut-être l'opportunité. Alors, je dis, c'est vrai, les jeunes, ils veulent trouver du sens et c'est peut-être l'opportunité. Mais les vieux, et je me mets là-dedans, c'est pas le problème, c'est pas qu'ils veulent pas de sens, c'est qu'ils ont renoncé à essayer d'en trouver. C'est vachement différent, en fait. De penser qu'il y a que les jeunes qui veulent du sens, c'est pas vrai. Et donc, en fait, je pense qu'on est quand même tous touchés par ça et qu'il y a un modèle, je parlais d'un logiciel à changer, il y a quelque chose, ouais, et là, évidemment, et c'est exactement comme le même, et c'est pour ça qu'on est sur les mêmes sujets finalement. Si on reprend même le sujet systémique du réchauffement climatique, je sais qui t'intéresse aussi de près, pour pouvoir le changer, il faudrait, on sait bien que si on commence à regarder ce que doit changer Total, nous, à notre échelle, on fait rien. Mais tout de suite, voir le gros et voir ce qu'il est impossible de changer ou très difficile de changer chez le gros et qui est vrai, on peut faire ça, mais moi je pense à penser à rêver en tout cas en prenant le truc par le bas et en changeant le plus de choses possible, peut-être à un moment que le gros changera. Et après, répondre complètement, moi je crois pas que le truc puisse changer complètement, mais je crois qu'une économie d'entreprises responsables qui mettent en place ces principes-là, ça c'est possible en fait. Je pense que c'est plus quelque chose qui doit être secondaire et à la marge. Et ça, je pense que ça peut devenir quelque chose, peut-être une minorité, peut-être une minorité, mais une minorité significative. D'accord. Merci, Franck. Avec plaisir. Euh, alors,
Timothée, tu veux peut-être prendre la parole, parce que tu as beaucoup de questions, mais si tu voulais peut-être... Oui. Ouais. Ouais. Salut Franck, Timothée. Alors moi j'ai deux questions. La première, j'aimerais bien revenir un petit peu dans le cœur du sujet, qui est quel nouveau système de fonctionnement on peut adopter dans nos organisations. Et tu parlais des managers. Alors moi, dans mon approche, en fait, on parle plus de manager, mais ça m'intéresserait de savoir quels sont les droits et les devoirs de ces personnes-là, et comment est-ce qu'elles accèdent à ce statut, à ce rôle. Ouais, d'accord. On n'a pas défini noir sur blanc le truc, mais je peux quand même tenter une réponse. Pour moi, un manager est quand même la personne, en tout cas, quelqu'un qui est... Il y a quand même des notions encore de leadership et même de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sujet de la responsabilité, au fait, en entreprise, souvent, derrière qui est responsable de la delivery, qui est responsable du truc. Hein. Au bout d'un moment, alors on peut dire que tout le monde l'est, mais à un moment aussi, il y a des gens qui vont plus porter et assumer cette responsabilité-là et en être, je dirais, comptable sur le reste de l'entreprise. Pour moi, il reste un rôle pour le manager et c'est celui-là. Mais c'est finalement d'avoir beaucoup plus de devoirs que de droits, hein, c'est-à-dire d'avoir les responsabilités. Mais c'est aussi cool, c'est-à-dire que être responsable d'un budget et de décider avec son équipe de comment on le dépense, être responsable de certain nombre d'objectifs, être responsable d'une delivery et de devoir emporter la responsabilité pour tout le monde, y compris quand ça ne marche pas. C'est ça finalement le rôle du manager. Et in fine, moi, par exemple, dans mon rôle, souvent on peut me dire, parce que parfois il y a des gens, ils me disent, mais en laissant comme ça le droit à l'erreur, etc., quand il y a des trucs juridiques, quand il y a des trucs machin, Et en vrai, à la fin de l'histoire, ça reste moi le mandataire social de l'entreprise. C'est moi, s'il y a vraiment un truc qui est parti de travers, qui serait responsable. Alors, je prends cet exemple-là, mais après, on peut le décliner à d'autres niveaux à notre niveau de responsabilité, de la responsabilité de délivrer un projet. On va avoir quelqu'un dont ça va être la responsabilité. Il va devoir animer son équipe. Il va devoir laisser libre le comment dans son équipe pour atteindre cet objectif-là. Mais derrière, c'est quand même la personne qui doit être capable d'assumer les choix de l'équipe, les responsabilités. Mais voilà, pour moi, c'est plus le rôle d'animateur de projet ou d'enveloppe budgétaire. Ouais, et puis de toute façon qui s'associe avec un certain leadership aussi. Parce que et donc là, il y a quelque chose aussi d'assez naturel qui se fait. Il y a des gens qui ont plus de leadership que d'autres. Et pour répondre à la deuxième question, cette prise de fonction, elle est très naturelle en fait. Elle est très naturelle parce qu'en fait, il y a une légitimité qui va venir et que tout le monde va respecter. Parce qu'elle se fait par un mécanisme qui est presque organique en fait. C'est difficile à décrire. Nous maintenant, ça fait, 7 ans qu'on est comme ça. Et je peux vraiment dire que c'est devenu, alors, le mot est un peu fourre-tout, mais c'est vraiment devenu l'ADN de l'entreprise. En tout cas, c'est vraiment devenu la culture de l'entreprise, cette façon de fonctionner. Et elle est assez déroutante pour les gens qui nous rejoignent d'ailleurs. Parce que là, on a eu un apprenti qui est arrivé il y a quelques temps. Il a posé des questions qu'il a posées au bout de 2 jours. Mais c'est qui le chef en fait ici? En fait, cette notion d'un moment, c'est flou en fait. Il y a un truc qui est assez flou, mais qui repose quand même sur une espèce d'organique de la dynamique sociale qui marche en vrai. Donc, elle est discutable, hein, je pense, elle a ses limites. C'est sûr qu'on peut discuter de dire, est-ce que le leader qui prend le pouvoir, est-ce que ça se fait de façon totalement, on va dire, juste comment dire, je cherche le mot, et objective. Je sais pas si le monde est juste et si le monde est objectif. Le monde, il est organique et je pense que l'entreprise doit l'être et que le modèle tel qu'il est là, même s'il n'est pas parfait, il me paraît plus pertinent qu'un modèle contraignant en fait. C'est un peu c'est la permaculture versus l'agriculture intensive, ou en tout cas voilà, si on essaie de prendre des raccourcis avec la nature et avec le vivant,
c'est laisser les choses se faire de manière organique et s'assurer qu'en fait, il n'y a pas de toxicité entre les individus, me paraît être atterrir un résultat qui, même s'il n'est pas parfait vu de l'extérieur, est probablement plus sain et il y a un modèle qui, s'il a des défauts, il a en tout cas pas plus de défauts que d'autres modèles. Oui, Sylvie. Bonjour. Salut. Oui, ça va, merci. Merci pour c'était très intéressant. J'ai une question moi par rapport à du coup là le schéma qu'on voit et du coup ce que vous faites en innovation digitale. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les missions d'Epsilon du coup, les valeurs d'Epsilon en tant que salarié et les missions que vous faites auprès d'entreprises? Est-ce que comment vous faites perfuser ces notions-là, parce que c'est vrai que quand on dit sobriété et numérique, voilà, ça reste, les deux associés, c'est assez antinomique. Ouais. Et pour autant, effectivement, le gros du travail par rapport au dérèglement climatique, le digital a vraiment sa part. Et est-ce que tu arrives, voilà, au travers des missions, à faire évoluer la position, les attentes des entreprises vis-à-vis du digital, cette volonté de toujours avoir plus de stockage, plus de réseau, plus de nouveaux matériels, plus de tout ça? Comment en fait tu fais le lien entre ce que vous êtes, votre ADN, et puis ce que tu vends finalement? C'est exactement je dirais l'étape au milieu, ou plutôt même au début de laquelle on est, pour être transparent. Donc on travaille pour l'instant, comme on le fait, on fait beaucoup de sensibilisation, comme tu sais, mais aussi on fait beaucoup d'inclusion de nos parties prenantes dans ces réflexions-là. C'est-à-dire que dans le cadre de la société à mission, on a un comité de mission. Ce comité de mission à qui on rend des comptes sur nos impacts sociaux et environnementaux, et à la fois sur nos objectifs et sur l'atteinte de ces objectifs-là, est constitué, on a fait exprès de parties prenantes, décideurs, en particulier parmi nos clients. Parce que ça nous permet, en fait, par exemple Amadeus, qui est un client que tu connais, qui est notre gros client, ils font partie, la directrice de l'innovation d'Amadeus fait partie de notre comité de mission, et on lui partage cette ambition-là. Et en lui partageant cette ambition-là, et en la partageant, je dirais, de la manière la plus sincère et la plus claire possible, non seulement on est content parce qu'elle plutôt la partage, et du coup, ça éveille quelque chose chez elle qui s'est dit, OK, comment je peux effectivement, en tant que client d'Epsilon et en tant que moi, Amadeus, contribuer à ça, et quelle part, du coup, on peut aussi, comment nous, on peut changer, et du coup, on embarque en fait dans la réflexion nos participants de la même manière qu'on embarque nos salariés dans des événements concrets pour leur demander de contribuer à cette intelligence collective, parce que finalement, le gros sujet, c'est le modèle, il est à inventer. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. S'il y avait un truc qu'on pouvait prendre et sortir et appliquer comme ça, ce serait facile, mais là, on est bien dans quelque chose qui est à inventer. Et pour l'inventer, on a besoin, en fait, que les intérêts et les enjeux de toutes les parties prenantes soient pris en compte, et que les avis et les énergies de toutes les parties prenantes soient pris en compte. Donc, nous, on n'a pas trouvé pour l'instant d'autres solutions, d'autres moyens que de faire ça collectivement et d'inclure. Et la deuxième truc, c'est par petits pas. Donc en fait, on se fixe des objectifs à 3 mois, que ce soit en interne dans l'entreprise ou dans le cadre d'une relation, dans une mission, ou dans le cadre d'une relation client, d'amélioration pour réduire tel sujet, pour améliorer tel impact. Et on se fait comme ça, on construit un chemin très progressif qui inclut en fait les parties prenantes dans la décision. Parce que c'est la façon dont on aborde le sujet. Je ne connais pas la fin de l'histoire, mais en tout cas, je sais que ça nous permet de trouver du sens au quotidien aussi. Ça, c'est ça aussi qui est très puissant, c'est que ça nous permet de nous lever et de savoir pourquoi on fait les choses, et d'y mettre beaucoup d'énergie et d'y mettre la bonne énergie. J'aurais une question, Franck. Merci beaucoup pour ce temps et ce partage. Alors, peut-être un peu comme l'agile, quand on y a goûté, on a du mal à faire sans. Quel retour avez-vous des personnes de chez Epsilon qui sont peut-être parties vers d'autres entreprises
et comment ils arrivent à se réadapter peut-être sur l'ancien format, ou est-ce qu'ils n'y arrivent pas, ou est-ce que finalement, de peur de ne pas y arriver, voilà, ils restent à Epsilon et ça participe aussi de la rétention. Quel est le retour des gens, voilà, Alors, bonne question. Alors, ça va me permettre de répondre en plus simultanément à 2 autres questions qui sont qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis? Déjà, il y a des gens qui sont partis parce que ça n'a pas marché. Et donc, du coup, ils sont pas dans le regret parce que, en fait, ils sont dans quelque chose où ils n'ont pas. L'adaptation ne s'est pas faite, les circonstances, peut-être pas, le timing n'était pas bon, on n'a pas été, je pense que c'est collectif, quoi, c'est une espèce de greffe qui prend pas. Et donc il y a des gens qui sont partis parce que c'était trop dur pour eux de s'adapter à ce système-là, et peut-être que le système n'a pas du coup non plus eu le temps ou l'agilité de s'adapter à eux, parce que c'est aussi nous, hein, c'est l'organisation et le système organique qu'on est, il doit s'adapter à tout le monde. Donc, il y a eu des départs comme ça. Donc du coup, ces personnes-là, je pense que ils sont pas dans le regret des psychologues. Après, tu connais bien notre métier. On a effectivement beaucoup de gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne partent pas parce que en fait, ils ont énormément la crainte de savoir ce qu'ils vont trouver ailleurs. Donc c'est un vrai levier de fidélisation et d'engagement, parce que non seulement ils sont là pour les bonnes raisons, mais ils en fait parfois il y en a à qui on peut proposer beaucoup ailleurs, mais qui y vont pas. Et puis ceux quand même qui vont le faire parce que soit ça correspond à une vraie évolution de carrière qu'ils voulaient. Et c'est souvent en fait aujourd'hui les gens qui nous quittent sont embauchés chez les clients. Tu connais Stéphane qui a été récemment embauché, voilà, et lui pareil, tu vois, c'est un bon exemple. Il m'a dit en fait, voilà, cette cible d'être embauché chez Orange et le rôle que j'ai là-bas, et je passe tellement de temps que ça fait sens, je peux pas dire non, mais je serais parti pour aucune autre proposition. Donc je pense que il s'adapte, mais j'ai pas le retour j'ai pas la complétude de la réponse, parce que je pense qu'ils finissent par s'adapter parce que le sens que ça a pour eux d'avoir signé là où ils ont signé finalement va l'emporter sur ce qu'ils vont peut-être perdre de ce qu'ils connaissaient. Et pour le cas de gens qui signent chez les clients, en même temps, ils sont pas non plus, ils savent pourquoi ils signent. Donc, ils ont fait en fait DSG à la balance, tu vois, qui signent chez Amadeus, chez Orange, chez Loca Post, pour aller gérer, se stabiliser là-bas. Et ils sont, il y a un marque de Anne qui va prendre ma parole. Ils sont quand même dans, je pense qu'ils ont fait cette balance-là. Et donc, du coup, je ne les ai pas interrogés, mais je pense que voilà, le solde est, je l'espère, positif, évidemment, même s'ils expriment tous des regrets forts par rapport à en fait, quelque chose dont ils savent qu'ils ne connaîtront plus. Mais ils ont trouvé d'autres avantages. Merci. Et Anne dit que ce ne sera pas possible, on verra. Non, mais tu ne vas pas quitter, t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'on est déjà dépassé. Oui, d'autres questions. Bonjour Franck, c'est Sylvain. Salut Sylvain. Merci pour ce témoignage. Moi j'ai une question justement au niveau du recrutement. Comment en fait, quels sont vos critères de recrutement ou le critère des trinômes quand ils recrutent, et combien de temps prend l'onboarding, c'est-à-dire pour que la personne qui vous rejoint, voilà, soit peut-être à 80-90% alignée et commence à produire dans les bonnes valeurs. Ouais. Alors les critères en fait, on les a pas non plus, ils sont pas listés de façon mais ce qu'on peut dire en fait par retour d'expérience, c'est que nous on va quand même, évidemment les compétences, on va dire techniques ou de management, il y a une espèce de minimum qu'on va essayer de viser parce que c'est important par rapport à notre activité et les postes qui peuvent être ouverts. Mais ce qu'on va surtout regarder, c'est la personne, c'est-à-dire que c'est vraiment le critère déterminant d'une embauche, ça va vraiment être notre appréciation de la personnalité et de la capacité de la personne à s'adapter rapidement à ce type de système. Et donc, pour le dire crûment, et c'est très difficile, mais les personnes qui sont dans la compète, qui sont soit un peu, qui n'ont pas tout résolu avec leur ego, qui sont un peu mercenaires ou qui sont très individualistes, si on perçoit ça, et ça peut être une perception, là, c'est plutôt des gens avec, voilà, on va plus se dire c'est peut-être pas à choisir, on cherche plutôt des gens qui sont plutôt évidemment collectifs, qui sont en paix avec leur ego et qui n'ont pas besoin de prouver tous les jours qu'ils sont plus forts ou plus grands que celui qui est à côté.
Et ça aide quand même vachement à travailler chez nous, parce que sinon c'est compliqué. Et après, pour l'onboarding, mais du coup, après, on prend des risques, hein, et puis on se dit, mais il n'y a rien de... On peut pas... c'est Seb, en fait, je crois, qui participe à la conf, qui est chez nous aujourd'hui, et qui est notre directeur technique. Il est directeur de notre équipe projet et d'ingénierie technique. Quand il a signé chez nous, j'avais raconté tout ça. Et il m'avait dit un truc qui m'a marqué. Il m'a dit, en fait, c'est génial ce que tu racontes, mais je crois que je ne pourrais pas me rendre compte de ce que c'est. Je crois qu'il faut le vivre pour savoir ce que c'est et savoir si j'y crois, si ça marche, etc. Et c'est vrai dans l'autre sens. Et je pense que du coup, les périodes d'essai, elles servent vachement à ça, de pouvoir faire ça. Et la période d'onboarding, elle dure 4 mois, pendant lesquels il y a tout un programme on va dire, déjà de formation et de connaissances. Les gens chez nous, quand ils arrivent, ils font la fresque du climat, la fresque du numérique, ils font d'automne, ils sont formés à l'éco-conception. Donc il y a tout un bagage, on va dire un référentiel commun qu'on partage, de connaissances communes. Et puis c'est le temps aussi qui est nécessaire à se connaître, à faire connaissance avec les collègues, à interagir. Et c'est au bout de ces 4 mois que le terme de la période d'onboarding, tu choisis ton trino en fait à l'issue de cette période. Merci. Je vois des mains levées. J'ai pas vu exactement dans le fil si c'est Sylvie, pardon, ou Timothée Timothée, je crois. Non, Sylvie. Comme tu veux. C'est toujours ma main, pardon. Ah oui. Ah d'accord, Timothée alors. Alors, moi je serais très intéressé, je voudrais te faire une proposition. J'ai développé une application qui permet d'évaluer la culture des organisations et des équipes, qui est basée à la fois sur le travail de Frédéric Laloux, ouais. Et de la spirale dynamique. Donc si ça t'intéresse, je peux t'envoyer un lien. Si vous avez envie d'essayer cette application qui permet justement de voir où est-ce qu'on en est en termes on va dire d'évolution sur la spirale dynamique. Ok. Voilà, donc c'est une proposition. Si tu as envie, je peux te mettre le lien. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Moi, je vais vous partager le lien. Barreau, ça se regarde, ça. Je sais pas si quelqu'un peut m'aider, Seb, ou je sais pas si Claire est connectée. Non, je vais le partager, je vais le retrouver. Ok, oui, non, avec plaisir, Timothée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis connecté, je cherche le lien. Alors attends, parce que Claire m'a envoyé un lien qui en plus où il n'y a plus de pub ni rien. Elle a passé sous un. Ah, je l'ai aussi, je l'envoie. Ah ben merci, si tu peux le mettre dans le chat. Ça c'est la vidéo d'Aurélien Barraud que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais elle dure 5 minutes, je vous la recommande. Parce que il dit de manière assez trash et un peu plus voilà toutes les raisons pour lesquelles nous on agit. Et c'est une grande source d'inspiration pour nous, même si ça sort du cadre de la partie managériale pour aller plutôt dans le cadre du sens. Mais comme cette partie managériale, comme le montre ce dernier slide, nous on la met au service du sens, ça boucle le sujet. Bah écoutez, merci, moi je à vous remercier pour ce bon moment. J'espère que ça vous a plu.